Salut à tous les amis, merci beaucoup de nous retrouver sur Bureau Oval. Vraiment, c'est un plaisir d'être avec vous. Victoire de l'équipe de France 43-0 contre le Pays de Galles. On démarre bien, exactement. Tu serres le point, mon Pierrot. Parce que bonus, parce que 0 point encaissé au Stade de France. Bah là, on peut dire que ça démarre plutôt pas mal. Un week-end rugby qui a été riche en enseignements. Les Anglais qui ont perdu, ça fait toujours plaisir. On en parlera dans cette émission avec Zachary, notre chef d'édition, qui viendra faire une nouvelle chronique, parce qu'il va y avoir plein de nouveautés pendant cette émission, avec aussi 2 autres nouvelles chroniques et celle de Pierre Amiche. Comment ça va, mon Pierrot ? Écoute, ça va. On s'est régalé ce week-end, pas forcément avec le match des Bleus, on va y revenir, mais il y a eu plein de choses, tu l'as dit. Il y a eu une belle victoire écossaise, alors que il serait quand même bien pu se vomir dessus avec un Finn Russell de gala. Notre Finn Russell qu'on aime tellement. Je l'aime tellement, les passes dans le dos, sur la tête et tout, je le kiffe. Et puis l'Angleterre a perdu, donc forcément le week-end est réussi. Exactement, Pierrot. Et tu auras du coup une nouvelle chronique dans cette émission. Oui, je vais me glisser dans la peau de Fabien Galtier et je vais vous dévoiler en exclusivité mondiale ce qu'il a dit à ses joueurs. Ah. Bon, il se trouve que c'est de la fiction. Hein, ne pensez pas que j'ai posé des micros à Marcoussis, on n'est pas là. On développe les moyens à Bureau-Val, mais pour l'instant, ça reste de la fiction et on va se glisser dans les chaussons de Fabien Galtier. Derrière les lunettes de Fabien Galtier même. Derrière le scaphandre. Derrière le scaphandre. Et donc Hugo Bonneval qui est avec nous. Comment ça va, Hugo ? Ça va super, merci vous. Bon, Hugo, on le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas forcément, ancien international, qui a joué à Pau, au Stade Français et à Toulon. Et toi aussi, tu vas avoir une nouvelle chronique dans cette émission qui s'appelle... Hugo Boss. Hugo Boss. non, pas du tout. C'était la première proposition. Finalement, je l'ai pas retenue moi-même. C'était ton idée. Je l'ai proposé puis retoqué. Ouais. Non, mais raconte-nous, ça s'appelle Action-Réaction et dis-nous un peu ce que tu vas faire dans cette chronique. Maintenant, on va essayer de montrer sur quelques actions précises du 15 de France quelles sont les conséquences de ces actions. En l'occurrence, là, ce sera des actions défensives d'Antoine et quelles répercussions ça a sur tout le déroulé d'une action ou sur la physionomie d'un match. Voilà, donc Antoine Dupont. Hein. Cette fois-ci, ils ne savent pas. Si tu dis Antoine. Antoine Dupont. Non, j'ai pas dit Dupont. Non, mais c'est pas grave. Ouais, on sent pas encore. Non, mais on sent qu'on n'est pas du même univers. Pas du tout. Alors, j'ai beaucoup de Antoine dans mes contacts. Non, je voulais pas trop en dire non plus pour pas trop révéler tout, mais voilà. En aucun cas, je me permettrai ça. Non, c'est vrai que ça va être hyper intéressant cette chronique-là. Donc, on va regarder les résultats de la journée. Si on peut avoir le retour télé d'ailleurs, mon cher Léo, mon cher Zach, autant vous le dire directement, ce sera encore plus simple. Du coup, les résultats de cette journée, donc la victoire de l'équipe de France 43-0, on prend le bonus offensif. Les Écossais qui l'emportent contre les Italiens 31-19, ils prennent aussi le bonus offensif. Bonus offensif, idem pour les Irlandais contre les Anglais 27-22, ils l'ont emporté. Les Anglais qui sont quand même allés chercher un point à la fin du match et il peut valoir cher ce point. On en parlera en fin d'émission. Le sommaire de l'émission, on va parler de l'équipe de France. Finalement, est-ce que c'est un résultat et un match parfait ou presque parfait? Certains disent que voilà, la mission est accomplie et qu'on a exactement ce qu'on voulait. D'autres que finalement, pendant ce match-là, à certains moments, on a pu s'ennuyer. On va en parler et le focus, on va se tourner vers ce crunch qui aura lieu samedi. Angleterre, France. Les Bleus sont-ils confiants, oui ou non, avec un débat qui pour remplacer notamment Romain Ntamak qui a pris un rouge pendant France-Galles. Donc ça va être un vrai débat, c'est pas quelque chose qu'attendait Fabien Galtier. Nous non plus. Eh ben, on va voir comment on s'en sort pour remplacer le 10 du Stade Toulousain. Voilà, vous avez le sommaire les amis. On va pouvoir démarrer avec le débat. C'est parti. 43-0 le bonus offensif pour les Français contre les Gallois. Alors, juste avant qu'on voit les 3 points sur lesquels vous allez aller, parce que vous avez choisi 3 points chacun pour débriefer ce match-là. Ces 3 points qui sont assez précis. Est-ce que je peux avoir, Hugo, ta vision globale à la fin du match? Qu'est-ce que tu te disais? Ouais, je me dis que bien évidemment, c'est un match abouti. C'est une ouverture de tournoi. Tu sais jamais trop comment ça va se passer, même si tu as une petite vision avec ce qui s'est passé en novembre, en particulier du Pays de Galles qui était sur 12 défaites d'affilée. Tu sens bien que c'est plus les Gallois qui étaient capables de truster la victoire, on va dire, ou qui en tout cas était un vrai contender tous les ans dans le tournoi.
Mais voilà, tu démarres un vendredi soir sous la pluie à Saint-Denis. Je crois que tu prends aucun point, ce qui n'était pas arrivé au 15 de France depuis X dizaines d'années. 2015. Ouais, voilà, tu vois, tu n'as pas de blessés. Alors, bien évidemment que c'est cette grosse tâche, parce que je pense que c'est une grosse tâche, la perte de Romain. D'abord pour lui, parce qu'il revenait depuis 17 mois, qu'il avait fait des efforts très, très conséquents pour pouvoir retrouver son niveau le plus vite possible. Il a fait une très belle fin de saison avec Toulouse l'année dernière. Malheureusement, il se refait mal au mollet en début de saison et il manque novembre. Donc voilà, ça c'est le vrai point noir. Mais après, pour lui surtout, hein. Franchement, moi je pense à lui parce que c'est. Alors vous voyez, à la fin du match, ouais, tu sens bien que l'action, alors ça mérite rouge, on en reparlera peut-être plus tard, mais c'est pas quelqu'un de violent. C'est pas quelqu'un qui est coutumier du fait. Donc j'espère qu'il sera un peu protégé, on va dire, même si j'ai du mal à y croire par les instances britanniques. Mais non, après, dans tout le reste, c'est un match qui est à l'image de ce qu'ils ont proposé en novembre. Une défense extrêmement solide, des bases très costauds, une troisième ligne encore exceptionnelle, un pack, une deuxième ligne. Alors là, on avait Roumat à la place de Flamand, mais tous ces joueurs-là qui sont au diapason, et ça montre une équipe qui est costaud, qui est sûre de ses forces, qui fait très peu de fautes, qui se nourrit des fautes de l'adversaire. Est-ce que ça nous suffit ? Est-ce que c'est ce qui nous donne du plaisir à regarder ? On peut se poser la question en disant, voilà, avec ce que fait Bordeaux et Toulouse tous les week-ends en Coupe d'Europe, on aimerait qu'ils aient peut-être un peu plus le ballon. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais ils gagnent comme ça, et ils gagnent de belle manière. Voilà, je pense que on aurait tous rêvé de ça avant le tournoi et pour ce match d'ouverture. Ouais. Bon, c'est positif, en gros, relativement positif, mais effectivement, c'est plutôt positif. Pierrot, qu'est-ce que t'en as pensé ? Eh ben, avec un peu de recul, à chaud, parce qu'on l'a débriefé ensemble sur le plateau de Wina juste derrière, et j'avais été un peu sévère en disant que oui, ce match-là, c'était mission accomplie, voilà, 5 points, 0 points encaissés, très bien, mais on a joué contre une équipe nulle. Avec un peu de recul, il faut rappeler quand même plusieurs choses. La première, c'est que c'est un match international. Donc ça veut dire que les gars en face, en dépit de leur manque global de confiance, de talent, c'est quand même pas des ringards, c'est pas des nuls. Gagner un match international avec 45 points d'écart sans en encaisser, c'est forcément une référence. C'est un marqueur de quelque chose. Alors on peut très bien voir le verre à moitié plein et dire performance solide, comme l'a dit Hugo, défensivement irréprochable et tout, ou le verre à moitié vide et se dire oui, mais c'était face à des Gallois très faibles qui de toute façon auraient pu attaquer pendant 4 jours, ils auraient jamais pu marquer, et avec une génération qui est probablement celle d'une transition obligatoire entre une génération qui a beaucoup gagné et une qui malheureusement va beaucoup perdre. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est quelques chiffres. L'équipe de France, c'est la 4e fois de son histoire qu'elle arrive à imposer Fanny à son adversaire dans l'histoire du 6 Nations. C'est marquant. Hein. Donc c'est pas une performance commune. C'est l'équipe qui a le plus réussi à le faire dans le tournoi avec 4 fois, dont 2 fois sur un seul et même tournoi face à l'Italie et l'Écosse. C'est la première fois que ce n'est pas l'Italie ou l'Écosse qui finit Fanny face à nous. Donc c'est aussi symptomatique et symbolique d'une génération galloise horrible, mais d'une belle performance française. Et puis la dernière chose, c'est que il y a quelque chose qu'on peut pas percevoir derrière son écran, qui est les conditions, le stress d'un début de tournoi, parce qu'on a quand même raté un début de tournoi l'année dernière qui nous a mis dans une panique totale pendant 3 matchs. Les conditions climatiques, la pluie, le vent, le froid, les Français n'ont pas voulu prendre de risques. Et le dernier facteur qui fait qu'on s'est peut-être un petit peu ennuyé en dépit de l'écart au score, c'est la volonté farouche de respecter les consignes. Et donc de rester dans le cadre, qui est un peu finalement une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'en appliquant scrupuleusement les consignes qui avaient été données, on a vu quelques images, Julien Marchand qui vient gratter un ballon alors que les consignes étaient clairement pas contestées au sol, il est pénalisé, il s'excuse immédiatement, on a compris qu'il était sorti du cadre, et lui aussi il l'a compris. Mais en respectant scrupuleusement tout ça, l'équipe de France a écrasé une faible équipe galloise. Donc à vous de décider si le fait d'écraser une équipe est supérieur au fait qu'elle était nulle ou pas. Voilà. Ouais. Il y a toujours de toute façon une différence entre ce qu'on perçoit juste après le match, parce qu'on est sur l'émotion du match, et ce qu'on perçoit aussi en regardant à nouveau le match. Tu l'analyses un peu plus, oui. Voilà, ce qui est un peu différent. Ouais. Et puis moi, avant le match, quand je vois cette équipe du Pays de Galles, je vois des joueurs quand même qui ont de la bouteille, tu vois. Tu rappelles Josh Adams à l'aile, enfin c'est pas un lapin de 3 semaines. Liam Williams à l'arrière. Alors, ils n'ont pas fait un grand match, je ne vais pas te dire le contraire, mais sur le papier, avant le match, moi, je ne me dis pas, on va leur en remettre 50, et ça va être, tu vois, je te les doigts dans le nez, tout va bien. Non, je me dis, attention, ils ont une 3e ligne très solide, mais bon, tu perds Atkins et Wainwright,
le 8 et le 12, ils le perdent en 20 minutes de jeu. Je pense que Wainwright, pardon. Il était éclaté au niveau de la mâchoire. Je pense que ça leur fait du mal aussi parce qu'ils ont peu de profondeur de banc finalement. Ils prennent un jaune aussi. Tu perds Botham assez vite aussi, l'autre troisième ligne. Non, mais le scénario du match n'a pas rendu service au Pays de Galles. Parce que sur les 10-15 premières minutes, tu vois, ils sont cohérents dans ce qu'ils font aussi. Mais ils sont assez inoffensifs quand même. Tout à fait. Mais je pense que. Et ils défendent bien. Vu qu'ils n'ont pas de profondeur, le fait de perdre si rapidement bien sûr, le 8 et le 12, que tu es obligé de mettre le 10 remplaçant, alors que ton 10 est obligé de passer 12. Enfin, tu vois, tu as une réorganisation aussi côté gallois. Bon, après, tu les domines de la tête et des épaules, et tant mieux. Hein. Mais Fabien Galtier l'a dit quand même à la fin du match, on verra ce qui va se passer avec les autres équipes contre le Pays de Galles. Moi, je pense pas qu'ils finiront Fanny. Clairement, les deux essais, les deux doublés, en tout cas le premier essai d'Atis Ogbe et celui de Louis Bielbiarré a libéré cette équipe de France très clairement qui pendant 15 minutes avait du mal effectivement à prendre à contre-pied ces Gallois. Alors, c'est une nouveauté dans cette émission, on va à chaque débrief voir les 3 points de Hugo et les 3 points de Pierre. Le premier point que tu vas soulever, Hugo, on va voir les 3 points que tu as choisis. Donc tu vas pouvoir nous les débriefer en commençant par un jeu au pied d'exception. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà tes 3 points ? Alors un jeu au pied d'exception parce que voilà, c'est dans la continuité de ce que cette équipe de France propose et j'ai trouvé qu'ils avaient été extrêmement bien utilisés, que ça soit le jeu au pied d'occupation d'Antoine Dupont avec des dégagements très longs où ils prennent le parti la plupart du temps de laisser le ballon sur le terrain et d'avoir une montée défensive extrêmement rapide jusqu'à la ligne des 50. Et en fait, ils se servent de cette ligne médiane comme curseur, on va dire, de pas faire de faute. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais que tu rentres dans tes 50, un bon buteur, bon, c'est 80% au niveau international, donc ça pique. Donc c'est vraiment essayer de monter sur cette ligne médiane et à partir de là, garde tranchée, pas reculer, pas faire de faute et voir un peu ce qu'est capable de faire l'adversaire balle en main. Donc c'est ce jeu au pied-là de pression et d'occupation. Après, c'est les 2 ou 3 diagonales, non 4 même d'ailleurs, je crois, parce que... Il y en a 3 qui finissent bien et t'as une passe au pied de... T'as 2 passes au pied d'Antoine Dupont. Ouais, une de Romain Table. Voilà, ça fait 3. Ouais. Ça fait 3, voilà. Donc c'est 3 passes au pied qui amènent 3 essais qui sont pareils, distillés à la perfection dans les bras. Enfin... tout ce jeu au pied là, je trouve, qui a été rondement bien mené. Ce 50-22 de Thomas Ramos aussi. Incroyable. Voilà, on n'a pas l'impression, mais il le met bien où il faut, une fois et 100%. Ensuite, le deuxième point, on va aller voir juste après sur le jeu au pied d'exception. Alors, Sacha Valo, qui était avec nous sur French Flair, notamment, on a parlé de ce jeu au pied, notamment de Thomas Ramos, et de comment, dans sa carrière, il en est venu à avoir un jeu au pied aussi clair, aussi précis, aussi magnifique. On écoute Sacha Valo, c'était sur French Flair. Moi, je l'ai fréquenté, j'étais au Pôle Espoir à Toulouse avec lui, et Thomas Ramos, il a une spécificité, c'est que c'est quelqu'un qui s'est fait très tôt accompagner par un entraîneur spécifique du jeu au pied. Un petit peu comme on peut voir avec des préparateurs mentaux. Lui, à 17 ans, il s'est rapproché d'un monsieur qui s'appelle Julien Gauthier, qui est aujourd'hui entraîneur des skills sur le jeu au pied à Agen, ils ont créé un TI pour lui quand il était jeune. Vraiment, il s'est adapté, il a travaillé vraiment pour arriver au stade auquel il est. Et aujourd'hui, pour moi, il n'a pas d'égal. Il dépassera Michalak. Donc voilà, Sacha qui nous expliquait un peu les coulisses de Thomas Ramos et comment l'arrière du Stade Toulousain en est venu à être aussi exceptionnel au pied. C'est du travail, uniquement du travail. Pierrot, tes 3 points, on va les voir. On va développer le premier point que tu souhaites. Alors on va les voir s'afficher. Et lequel t'as le plus marqué à l'issue de ce match ? C'est le système défensif, la grosse défense française. Parce que pour la première fois depuis le début de l'ère Galtier, les Bleus ont refusé une stratégie de contest directe. Ils ont gratté aucun ballon. C'est un point fort de l'équipe de France depuis 5 ans maintenant, depuis le début de l'ère Galtier. Le jeu de dépossession, qui était prôné d'ailleurs par le staff, était notamment basé sur cette stratégie de contest. Le fait de gagner des duels, ralentir les sorties de balles et gratter des ballons pour avoir des ballons gratuits et pouvoir faire mal à l'adversaire face au Pays de Galles, parce que les conditions climatiques, parce que l'arbitre et parce que la volonté des Bleus n'était pas ça, ils l'ont pas fait du tout. Ça devient à ce moment-là une autre stratégie de contest. Plutôt que de tenter de récupérer des ballons, on va mettre sous pression le plus possible l'adversaire pour qu'il nous le rende au pied. Et à ce moment-là, essayer de lui faire mal, soit à nouveau en déplaçant par du pied, et Hugo l'a dit, soit en allant attaquer l'adversaire et le forcer à reculer, se créer des opportunités sur des décalages, notamment qualitatifs, des gros face à des 3/4, sans avoir à bouger beaucoup le ballon. Moi, je trouve que c'est pas ce que je préfère, mais force est de constater que c'est ultra efficace, parce que, je le répète, les Gallois auraient pu jouer
jusqu'à 3h du matin, ils auraient jamais réussi à trouver la clé parce que la densité physique française est trop importante et parce que ça a généré une discipline énorme. Les Français ont été sanctionnés que 3 fois dans un match international. Ça, c'est très beau. C'est quand même... c'est incroyable. On sait que c'est moins de 10, c'est une belle performance. C'est une belle perf. Mais ça veut dire que tu as gagné les duels, tu leur as fait mal, tu les as forcés à rendre des ballons et tu t'es jamais mis ou presque à la faute. Bon, il n'y a rien à dire. Voilà, bravo à l'équipe de France sur cet aspect précis. Et de manière plus globale, je pense qu'on aura l'occasion d'aborder un peu plus la tactique. Mais ça fait partie d'un des grands principes de cette nouvelle équipe Galtier qui est d'épuiser l'adversaire. Et ça, je pourrais le détailler un peu plus. Je pourrais en parler un peu plus en détail juste un peu plus tard. Mais voilà, ça fait partie des grands principes de Galtier. Réussir à épuiser l'adversaire et cette défense-là, il participe. Cette stat, on va rester un peu sur la défense dont tu parles. Donc effectivement, 0 points encaissés. 3 pénalités seulement concédées, c'est absolument dément. Et ce qui fait dire à Pierre-Louis Barassi, qui a été l'un des acteurs justement de cette défense, on se demandait un peu qui allait remplacer Gaël Fickou. Finalement, ça a été Pierre-Louis Barassi qui a été choisi. On n'était pas certain parce que ça pouvait être aussi Nicolas Deporter et finalement c'est lui qui a été choisi et voilà ce que dit Barassi. On est très content de ne pas avoir pris de points. L'objectif avant le match était de ne pas prendre d'essai. À 28-0 à la mi-temps, l'objectif est passé à ne pas prendre point du tout. Ne pas prendre de points du tout, Hugo. Je sais pas combien de fois ça arrive en carrière, mais ça doit être jouissif quand même. En senior, je pense que ça doit pas beaucoup. Ouais, j'ai pas l'impression d'avoir réussi. Et à haut niveau, c'est extraordinaire. Et puis la manière dont il dit, t'as l'impression qu'ils se sont également servis de ce match pour travailler un petit peu encore en plus, tu vois, pour essayer de se mettre un peu des petits challenges en plus. Avant le match, ils avaient cette idée de se dire on va avoir notre défense et nos structures pour pas prendre d'essai. Et puis voyant que ça se déroulait bien, tu vois, on a l'impression que le staff leur met une petite carotte en plus. Allez les gars, essayez de tenir 0 point pour qu'on travaille un peu plus, pour qu'on continue à s'aider, à bien faire fonctionner ce système qui nous rassure pour pouvoir aller à Twickenham la semaine prochaine avec les valises pleines de confiance. Tu parlais de Barassi, la paire de centres Barassi-Moefana, c'est 32 plaquages à eux deux, c'est 15 et 17. Donc c'est quand même assez énorme pour une paire de centres. Ça veut dire que le système défensif de l'équipe de France repose aussi sur la fiabilité de ces 3 quarts. Et puis c'est aussi le fait que les Gallois ont joué large pendant quasiment tout le match. Mais ça veut dire aussi que tu laisses un peu de gomme dans ce genre de situation. Ça, à contrario, tu vois, sur un match comme ça où t'en mets 43-0, moi ça me dérange un peu, franchement, je te le dis, que mes 2 centres aient plus de plaquage que de ballons. Que de passes. Ça, c'est sûr. C'était pas eux qui étaient recherchés sur le système offensif. Et c'est vrai que je pense que contre des équipes comme ça, où en termes de densité physique, tu les domines, il t'arrivera pas grand-chose, parce qu'ils te feront pas mal. Mais arriver à armes égales, on va dire, je pense qu'on a les joueurs aujourd'hui pour leur donner un peu plus de ballons. Ouais, c'est un des points d'ailleurs, cette attaque étrange, justement, et on va l'aborder juste après la chronique d'Hugo, parce que ton deuxième point, c'est Dupont l'extraterrestre. Et c'est vrai que ces montées défensives, notamment, t'ont impressionné. Donc voilà, Dupont l'extraterrestre, et après ce sera Ntama qui voit rouge. Et Dupont l'extraterrestre, on va le voir en palette, Hugo, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui se voit comme ça si facilement pour le grand public, mais il met une pression défensive qui est absolument monstrueuse. Ouais, en fait, on n'a plus assez de superlatifs pour lui, et offensivement, on voit tout ce qu'il a été capable de faire, tous les décalages qu'il a créés, toutes les brèches qu'il a fait, la longueur de son jeu au pied aussi, on la voit, pied droit, pied gauche. Et je voulais m'attarder un peu sur ces montées qu'il a fait, lui, qu'il a pris comme initiative personnelle. Alors je pense que c'est vu aussi avec le staff et avec Sean Edwards, l'entraîneur de la défense qui s'occupait avant du Pays de Galles, on voit bien tout le bien qu'il a fait à cette équipe de France depuis maintenant 5 ans. Et ouais, je voulais qu'on voit ces 2-3 montées parce qu'elles sont... ils se trompent jamais. Et c'est pas facile, parce que tu arrives de loin, tu dois choisir le bon. Il arrive toujours à se décaler sur le temps de passe, à prendre le joueur qui est dans le dos avec le ballon à chaque fois. Et dont une fois en première mi-temps où il fait tout péter, et c'est Paul Boudéan qui à la course presque va marquer, où tu te retrouves avec une mêlée à 5 mètres sous les poteaux. Oui, c'est vrai. Il va vite d'ailleurs. Voilà, et cette action qui te paraît un peu anodine, en fait, t'as une bascule de défense-attaque extrêmement rapide avec une prise d'initiative d'un joueur, et il le fait 2-3 fois dans le match, et surtout il se trompe pas, parce que monter en pointe comme ça tout seul, comme un toréador, c'est facile,
Puis c'est très facile aussi de prendre un personne. vent. Exactement. Ce que je veux dire. Sauf que lui, il prend, on va le voir en Lui, image. ouais, On a c'est- choisi, il y a trois actions voilà. sur lesquelles 3 on fois voit 100%. très clairement. Il y en a une dès la première minute, une vers la 15e Voilà. et une Et- juste avant la mi-temps. Et là, sur cette action, alors, il prend pas le joueur, mais tu vois bien qu'il arrive à être dans le dos directement sur Liam Williams, que sur la largeur du terrain, il est quand même entre les 40 et les 50 dans le couloir des 15 mètres. C'est-à-dire que quand même, il y a toute une redistribution globale qui doit être pensée parce que normalement, on dit que le demi-mêlée couvre le second rideau, le petit par-dessus, quand tu es loin de ta ligne, etc. Bon, bah lui a cette capacité parce qu'il a une caisse aussi énorme et physiquement, il arrive à courir sans diminuer en termes d'intensité, bah, d'être à la fois celui qui piste de derrière. Et puis quand il sent qu'il a une occasion ou quelque chose se propose pour que lui puisse aller apporter un plus en défense, il y va. Alors là, il plaque pas, mais il force le 3/4 centre à revenir vers l'intérieur. Et quand tu vois, alors t'as Roumat en face, t'as Meafou, Aldrit et Movaka, donc c'est un cadeau. Tu vois, quand t'es 12, là, tu fais crochet intérieur, tu fais bon, allez. Voilà, c'est donc c'est un premier cadeau. Voilà. Il y en a un deuxième où il monte vraiment très haut. Voilà, c'est incroyable. C'est l'action dont j'ai parlé un peu plus tôt où c'est Paul Boudéan qui à la course va se retrouver quasiment sous les poteaux et il y aura une mêlée sous les poteaux à 5 mètres de la ligne. Là on voit bien le jeu est sur la ligne médiane et les Gallois prennent le pari d'essayer d'amener le jeu vers l'extérieur en jouant dans le dos. Et lui, encore une fois, il arrive à monter et il fait gagner 10 mètres à son équipe. C'est-à-dire que sur le temps de passe, il se fait pas avoir. Parce qu'encore une fois, c'est facile de monter comme ça, comme un sauveur. Mais là, si tu te loupes, tu te retrouves à 3 contre 1. Parce que il y a Roumat, je vois Jean-Baptiste Gros, je sais pas qui est entre les... Ouais, voilà. Ah, c'est Boudéan, je pense, justement, qui va suivre. Mais t'es quand même à la course, tu te retrouves un peu en short s'il se loupe. Et encore une fois... Et voilà, non mais... Et il prend ce parti-là, et il y arrive à 100%, le ballon explose, le joueur explose, culbuto, marche arrière, et les Gallois se retrouvent à 5 mètres de leur ligne avec une mêlée, quoi. Et il a fait ça tout le match, on va le voir une dernière fois, sur une dernière palette, 35e minute. Et encore une fois, et là c'est... Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est où il se trouve sur le terrain. C'est-à-dire que là, il est dans le couloir des 15 mètres encore. Voilà. Il n'est pas autour du ruck, il n'est pas en second rideau. Il fait vraiment partie intégrante de ce projet défensif. C'est plus comme les anciens demi-mêlée, tu sais, où tu es en claquette derrière à dire toi va à droite, toi va à gauche. Il arrive à tout faire, en fait. Alors, il fait 49 minutes, c'est exceptionnel ce qu'il fait en 49 minutes. Enfin bon, si on se posait encore la question de savoir où est-ce qu'il est au classement mondial, bon bah s'il n'est pas top 2 et pas deuxième, je sais pas comment tu peux faire. Et donc offensivement, il porte, il le joue au pied. Et puis voilà, ces actions défensives qui sont un bonheur pour tes partenaires. Ouais, c'est magnifique. Et parce que quand tu vois ton demi-mêlée qui est capable de t'apporter autant, et en plus dans les tâches obscures, les tâches ingrates, est capable d'avancer et de remettre tout le 15 de France comme il met sur les rails, c'est des actions qui valent de l'or. Tu as mis dans tes 3 points le retour des patrons. Ouais. Ça en fait partie. Oui, totalement. On a oublié très vite parce qu'il est indispensable et trop fort que l'année dernière, on était orphelin d'Antoine Dupont. Il n'a pas joué le tournoi 2024. Et on l'a très vite oublié parce que le tournoi n'était pas un naufrage et parce qu'on est toujours excité aussi de voir ses remplaçants et de voir comment ils évoluent, quoi. Et parce qu'aussi, il est tellement incontournable, indispensable à ces Bleus que finalement, tu n'imagines pas l'équipe de France sans lui aujourd'hui. Même quand il n'est pas là, tu te dis qu'il est là. On a vite oublié qu'il était absent. Là, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pas le seul. Parce que c'était aussi le retour de Greg Aldrit. Alors je fais un match monstrueux. Je vais pas en refaire des caisses, Joseph. Je vais pas t'accuser d'un doigt comme ça. Tu peux y aller. Un peu vengeur. Même si j'ai pas été le pire sur Greg Aldrit. Non, mais j'aime bien dire que c'est toi. À certains moments, quand il était moins bien, de dire il est moins bien. En fait, c'est ce que j'expliquais à Joseph. À chaque fois en novembre, il y a des joueurs qui sont moins bons. Et Greg Aldrit fait partie de ces joueurs qui peuvent pas être au top physiquement pendant 11 mois. C'est pas possible. Donc, qu'il soit pas bon en novembre. Pendant 5 ans. Et puis, parce que lui, ça fait 5 ans qu'il tourne. Et intouchable. Sur tous les matchs. Et exactement. Avec La Rochelle. Il est à plus de 1000 minutes depuis le début de la saison. C'est ce que je reprochais un peu. Je trouvais qu'il était un peu fatigué. Mais bref, pour aller à l'essentiel, Greg Aldrit en novembre, il est rarement très bon. Mais en février, il se trouve jamais. Et en juin, il se trouve rarement. Parce que c'est ses pics de forme. Comme Sergio Ramos en football quand il était au Real Madrid. Exactement. Extraordinaire. Mais non, mais c'est un gars, il loupe pas les grands matchs. En novembre, il était pas bon, mais face aux Blacks, c'est un des meilleurs. Parce que c'est un cador. Voilà, on cite souvent dans les meilleurs 8 du monde Savea, et oui, il en fait partie. On peut mettre Doris, oui, il en fait partie. Mais Greg Aldrit, il peut la regarder les yeux dans les yeux. Franchement, ce qu'il fait...
chapeau monsieur. Et puis après, il y a aussi un troisième joueur que j'ai envie de citer, qui est pas forcément aujourd'hui un patron des Bleus au sens où on l'entend parce qu'il a pas 40 sélections, mais à mes yeux, il est indispensable au système, c'est Meafou. Meafou, ce qu'il fait, il est énorme. Il casse tous les rucks. Il emmerde tout le monde, il gagne tous les duels. Quand il prend les ballons dans ses 22, il avance. Il casse. Premier ballon du match, il éclate un Gallois. Le Gallois, il se tient l'épaule. Il l'avait déjà fait face au Black. Il est indispensable. Ouais. Et ça me permet d'ouvrir quand même un mini débat, en tout cas une critique. Je sais ce que je vais faire, c'est très dangereux. On n'est que 2 ou 3 dans le monde à pouvoir le faire. C'est que j'ai pas beaucoup aimé. C'est parce que vous êtes très costaud. Exactement. J'ai pas beaucoup aimé l'entame de match d'Antoine Dupont. Pendant 15 minutes, je trouve qu'il s'est un petit peu trompé. Il a un petit peu surjoué. Il a beaucoup joué autour avec ses gros et un petit peu pour lui. Et finalement, on a senti que le discours de Fabien Galtier était très clair. Antoine, c'est ton équipe. C'est toi qui fais jouer de ça. Ok, très bien. Et je trouve que c'est formidable d'avoir le meilleur joueur du monde dans les meilleures dispositions possibles. Mais ça veut dire aussi que d'autres en pâtissent. Et Romain Ntamak, en une demi-heure, il a touché 3 ballons. Et je trouve que c'est pas un bon signal envoyé à l'équipe de France ou à leurs adversaires. Et je trouve qu'Antoine Dupont gagnerait, attention, je répète, meilleur joueur de l'univers et probablement de l'existence du rugby. Je trouve qu'il a fait un match incroyable. Mais je pense que l'équipe de France serait peut-être un peu plus dangereuse, un peu plus redoutable encore, s'il acceptait au départ de faire un peu plus jouer autour de lui, sans pour autant porter autant le ballon. Voilà, j'ai trouvé que, d'ailleurs ça s'est senti parce que les premiers choix sont pas toujours les bons. Jusqu'à cette percée, cadrage débordement sur Liam Williams, Liam Williams, le slip dans les tribunes, bravo, t'es trop fort. Et puis derrière, boum, la passe pour Atisogbe qui va marquer, le petit coup de pied de chip par-dessus, Atisogbe le doublé. Non, mais il est capable de faire des trucs tellement fort. Mais est-ce que quand je crois qu'on a le droit de dire que Antoine Dupont, aussi stratosphérique qu'il est, c'est le meilleur, mais il a peut-être pas forcément fait le match abouti parfait. Donc voilà, mais c'est un tout petit bémol. Ah, mais je comprends. Ouvrir juste d'ailleurs, une tu porte dis pas que c'est dans ton troisième point, tu notes l'attaque qui pose question. Ça veut pas dire que l'attaque a été mauvaise. C'est dire que l'attaque, et on voit bien que ce leader d'attaque, finalement, c'est Dupont puis Ramos. Ce n'est effectivement pas Ntamak. Qu'est-ce que tu en as pensé ? C'est vrai que c'était un peu étrange au début de voir cette équipe de France se casser un peu les dents. Après, finalement, on va marquer avec nos ailiers, Hugo. Cette stratégie offensive, est-ce que tu as l'impression que le lead de Dupont peut être différent, comme le dit Pierre ? J'en sais rien. Alors pour le coup, j'ai pas, ça m'a pas marqué sur le début de match. C'est ces petits gestes là où il relève, il se rend compte que sa cellule a un petit peu d'avance sur lui, demi-tour, il perd 7-8 mètres, il s'appuie sur Ramos qui vient à la rescousse, qui vient taper croisé. Alors, en fait, il l'a fait 3-4 fois. J'ai l'impression qu'il il faut essayer de... Ce que Fabien Galtier il parle souvent et ce qu'il aime mettre en place, c'est cette fameuse complémentarité entre les joueurs. Et tu te rends bien compte que ce trio... alors, t'en as parlé un peu en amont, les patrons, 2, 5, 8, 9, 10, 15. Bon, là, quand ils sont au niveau auquel ils sont, on est presque imbattable. Il y a dur à aller chercher. Et puis, t'as ce trio offensif, 9, 10, 15. Et finalement, je trouve que chacun a sa place. Tu dis que Romain Ntamak n'a pas touché beaucoup de ballons, ce qui doit être vrai, parce que factuellement, s'il en a que ça, moi, tu vois, ça m'a pas... Mais ça m'a pas choqué, parce qu'en fait, ils se font dans la masse. Pour moi, Romain Ntamak, c'est le joueur d'équipe. Mais pour moi, Romain Ntamak, c'est exactement lorsque les Barcelonais, où je parlais de Sergio Busquets. Ouais. C'est-à-dire que quand il est là, personne ne le voit, et quand il n'est pas là, tu vois que lui. Et en fait, pour moi, Romain Ntamak, c'est ça, parce que j'en parlerai après, mais Romain Ntamak, ça fait 17 mois qu'on n'avait jamais eu ce système défensif-là, avec le 10 qui défend en 10. En fait, où on n'a jamais eu besoin de changer une seule fois. Le 10, il prend le premier. Peu importe, qu'il soit 3e ligne, qu'il soit 12, qu'il soit méchant, qu'il soit... non, mais ou pas. Mais oui. Romain a défendu en 10 tout le match. Et bizarrement, derrière, tes 2 centres sur les retours, t'en as un de chaque côté. Et dans ta circulation défensive, t'as tes 3e lignes qui sont pas obligés de coller ton 10 ou d'être à chaque fois en sprint parce que tu sais que l'autre, en bille-à-bille, tout le monde loupe des plaquages. Tout le monde. Il y en a, malheureusement, même Richie Mako en a loupé, mais il se sort pas et il fait plus que pas de sortir quand même, il perd rarement la ligne d'avantage. Et donc je trouve que c'est une complémentarité, voilà. Alors peut-être qu'après en début de match, ils avaient pisté le fait d'essayer de les agresser un peu, au contraire de donner à Antoine beaucoup de liberté pour que la défense aussi le regarde que lui. Oui, et puis tu vois que les défenses se tournent et que les mecs, ce qu'on appelle les gardes 1, les gardes 2, les mecs autour des rucks, commencent à tourner les épaules un peu. Tu vois, commencent à dire oula, attention, où est-ce qu'il va nous passer ?
Parce que c'est vrai aussi que très fort du haut du corps, quand il commence à lever les bras, les mecs, ils n'arrivent pas à le prendre. Moi, ça m'a pas choqué en tout cas. Tu vois, ça m'a pas choqué. On suit ça sur le prochain match. Sur l'animation offensive, juste sur l'animation offensive, et je finis là-dessus. L'équipe de France a joué avec quasiment 11 avants, parce que clairement Antoine Dupont est un 9e avant. Mais dans leur façon de jouer, on a vu aussi Yoram Moefana et Pierre-Louis Barassi venir quasiment comme des 3e lignes, se proposer en cut en zone 1 ou en zone 0 parfois, venir limite se mêler aux avants sur des pick and go, venir compenser un peu, parce qu'aujourd'hui, la grande force de l'équipe de France, on le sait, c'est son paquet d'avant et la capacité des gros à jouer dans le sens et à venir faire mal avec des gros porteurs. Le problème, c'est que quand on fait ça, on s'épuise aussi, et on a besoin de ces centres qui vont venir se mettre la gueule là où normalement ils devraient pas venir, et ça crée aussi des cellules étranges. Et je crois que c'est à la 10-12e minute, on a 13 joueurs français sur 25 mètres de large, et c'est ce truc là, on en parlait durant la tournée de novembre, je sais pas si tu te rappelles Hugo, j'aurais aimé, face à une équipe aussi faible que le Pays de Galles, avoir un peu d'air, un peu d'oxygène, tenter des choses, et finalement ce système-là, c'est ce qui nous permet de mettre des petits chips dans le dos, des diagonales où on leur fait très mal. Et je comprends la volonté du staff de l'équipe de France et des Bleus, mais merde, faites-vous 3 passes, quoi. Faites-vous 3 passes, allez chercher de l'espace. On n'a jamais touché les zones des 15, on n'a jamais fait 3 temps de jeu 15, on n'a jamais su le faire, parce qu'aujourd'hui le système ne le permet pas. Je dis que c'est pas la faute de quelqu'un, c'est pas, je pointe du doigt personne, c'est une volonté, et quand tu mets 5 ou 6 essais face à une équipe internationale, c'est que t'as réussi. Mais un tout petit peu d'ambition, ça me ferait plaisir. Mais moi, alors pour le coup là-dessus, je t'en rejoins à 100%, parce que je me dis que on a des joueurs aujourd'hui de qualité et qui montent tous les week-ends, que se faire des passes même dans leurs 40, c'est possible. C'est pas que des manchots en fait, tu vois. Et donc moi aussi, j'aurais aimé que sur une mêlée, tu vois, une sautée simple avec Barassi lancé, un peu d'espace, qui joue son duel ou qui refait une sautée pour Atis Ogbe ou Louis. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils font. Bon, on l'a vu quand même sur l'essai de Gaëton. Il y a eu l'essai de Gaëton, il y a une belle construction offensive. Oui, mais c'est ou sur la mêlée au centre du terrain, où il y a la redoublée entre Ramos avec un centre qui vient à hauteur, qui remet dans le dos pour Dupont, et qui va chercher au large à Tissogbe 1 ou 2 fois. Mais c'est vrai que je comprends tout à fait. Hein. T'as très peu d'attaques en première main. C'est faux Pilov en touche avec le 8 qui sort, avec Yoram Moefana qui vient péter dans Pilov, est-ce que tu peux expliquer pour... c'est fin de ballon porté, c'est touche complète, fin de ballon porté, et en fait t'attends la retombée parce que la défense n'a pas le droit de monter normalement, et donc tu gagnes tu gagnes un peu d'avance sur la défense qui est bloquée par l'arbitre. Normalement, tant que la touche, si la touche est formée mais qu'elle n'avance pas ou qu'elle recule pas, la défense qui est obligatoirement à 10 mètres n'a pas le droit de monter. Donc en fait, c'est fin de ballon porté, donc tu te remets au sol, donc la défense est bloquée par l'arbitre normalement, et là tu pars au ras. Donc ils font ça plusieurs fois, et tu vois peux le faire avec ton talonneur, tu peux le faire avec ton lead, tu peux le faire avec ton 12. Moefana, derrière tu as la 2e ligne avec Meafou en porteur suivi de 1 ou 2 soutiens qui vient péter, la 3e fois comme tu dis avec la fin de l'alignement en touche et Barassi, et après un retour. Ça ils l'ont fait quelques fois. Mais c'est vrai que tu te dis, voilà, bon, mais moi c'est parce que j'aime le jeu, et je me dis que on a des vrais joueurs de talent qui sont. Il y a des vrais joueurs de talent de ouf. Voilà. Et quand tu termines le match avec 50-50 de possession et 54-46 du coup d'occupation, en mettant 43-0, je me dis mince, on pourrait. Mais bon, ils sont rassurés comme ça, je pense qu'on est tous rassurés aussi, il faut pas se mentir. Et tu vas en Angleterre quand même avec un plein de confiance. Bien sûr, et tant que tu gagnes, la victoire excuse tout. Le contenu, la forme, ce que tu as envie de faire. Ouais, d'ailleurs, on nous le dit souvent, parce que nous, on va un peu plus loin que le résultat, et on essaye un peu de regarder le jeu, de débriefer aussi, d'analyser, d'apporter un plus. Mais on est d'accord que dans l'analyse globale de ce 15 de France, c'est ultra positif. Malgré tout, voilà, on peut voir les éléments sur lesquels on peut un peu s'améliorer. Tu as raison, Joseph. Romain Tamac, les gars, parce que c'est l'ombre au tableau. On va voir cette photo du coup de Romain Tamac qui prend rouge en fin de match, à un moment auquel on s'y attendait plus du tout, mais voilà, Romain Tamac, c'est un peu un rouge qui tâche. On le voit, donc il envoie l'épaule très clairement dans la tête de Ben Thomas, et puis il sort. Bon, au début c'est un bunker, donc on comprend plus vraiment d'ailleurs ces décisions-là, des fois, où c'est tellement évident que je pense que les arbitres pourraient très clairement mettre rouge. Ça peut aider en commission, cela étant, que ce soit un bunker. On va voir combien il peut prendre, sachant qu'il a un casier qui
qui est vierge. Hein. Il n'a jamais pris de rouge au niveau professionnel. On va voir les déclats d'Antoine Dupont et de Fabien Galtier. Ça me fait rire parce qu'il y a quand même un peu de mauvaise foi. Ouais, il y a l'épaule. Mais je crois que Romain ne s'attendait pas à ce que Ben Thomas tape au pied. Il déclenche son jeu au pied au dernier moment. Il se baisse, les deux sont bas. Je pense que Romain a des circonstances atténuantes. Il faudra espérer que la sanction soit la moins lourde possible. On va écouter ce que dit Fabien Galtier, qui a enchaîné lui aussi. Et Fabien Galtier, il dit « Je rajouterai que Romain ne s'engage pas sur la collision. On a l'impression qu'il se grandit, mais il n'engage pas le carton. Le carton jaune et le bunker sont mérités. Le reste, ça se discute. » Un peu de mauvaise foi, les gars. Bah, surtout quand... où ils ont raison. Bah, je trouve que pour une fois, les joueurs sont protégés. Enfin, ils essayent d'être défendus. C'est ce que demandait Antoine Dupont en plus. Tu vois ce que je veux dire ? Pour une fois, j'ai enfin l'impression que on va essayer de le protéger au maximum, et tant mieux, parce que chacun fait ça. Tu vois ce que je veux dire ? Les Irlandais, ils font tout ça pour leurs joueurs. Tu parles protéger Romain Ntamak d'un point de vue politique. Oui. Enfin, politique, ça, un peu de mauvaise foi, ça fait pas de mal. On n'a pas l'habitude des Français. Parce que quand les anglo-saxons le font, on trouve ça génial parce qu'ils sont malins, et nous, on est des abrutis et on le fait jamais. C'est pas faux. Donc, en fait, enfin, une fois... Enfin, moi, je me souviens d'un article dans l'équipe où on démontait notre pilier droit de l'époque, Rabat Slimani, parce qu'on disait qu'il trichait. Il avait les bras trop courts. C'était des journalistes en France qui ça lui a ruiné sa carrière internationale. Et derrière, tu vois, j'avais jamais vu ça ailleurs. Et là, enfin, pour une fois, je vois des mecs qui défendent. Je me dis yes, et c'est génial. Et ils ont raison. Et moi, je vais aller dans ce sens. Il y a faute. L'image, elle est parlante, malheureusement. C'est quelqu'un qui n'a pas d'antécédent, qui, à ma connaissance, n'a jamais fait de gros plaquages comme ça à l'épaule méchant, qui a voulu faire mal, comme d'autres 10 comme Farrell, par exemple. Ouais, mais moi, ça me gêne pas. Je veux dire, Farrell, il a sauvé l'équipe d'Angleterre un paquet de fois en défendant comme ça. Moi, j'ai une image contre le 3e ligne de l'Australie et contre le 3/4 centre de l'Afrique du Sud en 2022. Où il les exécute les deux. Mais enfin, s'il fait pas ça, les 2 matchs, il les perd, les Anglais. Ouais, bien sûr. Tu vois ? Donc, il y a un moment aussi, tu peux pas tout avoir. Là, il fait faute 3 minutes avant de prendre ça. Au moment où il y a l'essai de Gaëton, il se fait découper par ce même joueur. Il donne la balle, il se fait prendre en travers, les jambes basculent, il se fait déboîter. Peut-être qu'il en avait un peu mauvaise et qu'il voulait le prendre aussi en travers. Manque de peau, c'est haut, c'est vrai. On verra peut-être quelles sont les possibilités on va en parler juste après. Moi, dans un idéal, c'est 6 semaines, 3 semaines parce que divisé par 2 parce qu'il est innocent. Divisé par 2, pardon, parce qu'il est innocent. Et encore 1 semaine en moins parce qu'il ira faire il sera présent. Le stage de bonne conduite. Ouais. Le stage d'éducation civique. La récupération de points. Le stage d'éducation civique. J'espère. Et donc, dans ce cas-là, il ne manquerait que l'Angleterre. Et c'est ce que j'espère pour le 15 de France. On va voir ça. Moi, je trouve que, c'est normal qu'il soit défendu. Je vais quand même rappeler 2 trucs. Le premier, c'est, tu l'as dit, il est victime d'un plaquage par ce même mec 5 minutes avant. Je pense qu'il a envie de le cintrer. Il fait pas exprès de lui mettre dans la tête, mais je pense qu'il se retient pas parce qu'il est un peu frustré, et puis parce qu'il vit un match. Je pense qu'il est un peu frustré du match en général. Il a pas touché beaucoup de ballons. C'est son match de retour en équipe de France. D'après moi, il aurait peut-être dû sortir un peu plus tôt, mais voilà, c'est pas moi le coach. La deuxième chose, tu peux pas faire sortir tout le monde. Non, exactement. Et Antoine Dupont sort très tôt parce que. Et Thomas Ramos sort aussi parce qu'il enchaîne tous les matchs. Et finalement, des 3, c'est celui qui a le moins joué depuis le début de la saison. Mais c'est parce que justement, c'est celui qui a le moins joué depuis le début de la saison qu'il avait peut-être pas 80 minutes dans le moteur. Mais je trouve que c'est une faute d'un gars qui aurait dû sortir un peu avant. Voilà, c'est con, c'est rouge, c'est dommage. Mais l'autre truc, et ça me fait sourire, c'est que Antoine Dupont, il y a 3 semaines, il tweetait sur la protection des joueurs, quoi. Donc le pauvre Gallois, il s'est quand même fait déboîter. Donc je trouve que rouge, c'est logique. Il va être suspendu probablement contre l'Angleterre et revenir face à l'Italie. Je pense qu'il n'y a pas de monde où il est sanctionné plus gravement. Il n'y en a aucun non plus où on lui met une tape dans le dos en disant « Allez Romain, c'est ta première, c'est pas grave. » Parce que Donc, on est bien d'accord. J'arrive pas à croire une seule seconde que la commission indépendante anglo-saxonne puisse lui dire allez tu vas jouer à Twickenham. Ça j'y crois pas. Ce serait extraordinaire. Je le rêve, mais malheureusement je crois que ça va être un peu compliqué. Mais le 6 semaines divisé par 2 pour et en plus il y a une journée de top 14 juste après l'Angleterre, donc il va prendre probablement. C'est très spéculatif, mais tout à fait. On est tous plus ou moins d'accord sur la façon dont ça va se passer. Il risque de prendre 6 semaines divisées par 2, 3 semaines, réduite à 2 semaines. Il va louper l'Angleterre et le match de top 14 et être de retour pour l'Italie. Ce qui fait qu'en plus, il va faire un peu de jus. Et si par bonheur,
on arrive à battre l'Angleterre. Il revient en plus dans une équipe qui tourne bien, méga confiance, déplacement en Italie, week-end à Rome, le soleil. Et puis si ça tourne mal contre l'Angleterre, il sera vu comme le héros. C'est le héros, il revient, voilà, avec la cape de super. Romain le héros. On enchaîne, les amis, avec une nouvelle chronique dans cette émission. C'est le discours de Pierre Galtier. Alors, mon Pierrot, du coup, tu vas te mettre dans la peau de Fabien Galtier et tu vas nous tenir le discours finalement que Fabien Galtier a eu envers ses troupes. Et pour cela, tu vas faire plus que de te mettre dans la peau de Fabien Galtier, c'est que tu vas te déguiser en tant que Fabien Galtier. Alors j'ai aucun talent d'imitateur. Putain, donc, ces lunettes, elles sont ce sont des lunettes de Squatch. Ceux qui sont en podcast, malheureusement, ne peuvent pas voir, s'il vous plaît. Venez sur YouTube et admirez ces magnifiques lunettes de Pierrot. Donc, dis-nous tout. Ce sont des lunettes de Squatch parce que j'ai l'habitude de casser mes lunettes. Voilà. Alors, Fabien Mich ou Pierre Galtier, qu'est-ce que tu as envie de dire à tes joueurs ? La première chose, messieurs, c'est mission accomplie. Hein. Bravo, 5 points pris face à une équipe galloise. C'est très bien. On n'a pas de blessés. On pensera très fort à Romain quand on jouera face à l'Angleterre. Mais il n'y a pas grand-chose à dire. Match solide, c'était très bien. Cependant, le match face au Pays de Galles était une répétition. Désormais, le tournoi va commencer aujourd'hui. C'est le crunch, l'instinct grégaire, le gaulois. On est là pour faire la guerre. Hein. Voilà, on attaque, on vise les espaces. En défense, on vise les hommes. Face à l'Angleterre, on est face à une formation, une bête blessée. Il va donc falloir tout de suite leur faire très mal. Dès l'entame du match, il va falloir gagner les premiers duels. Il va falloir aller les chercher haut, mettre beaucoup de pression sur cette équipe anglaise qui est parfois un peu friable physiquement. Surtout, ils ont un jour de récupération en moins par rapport à l'équipe de France. Et face à l'Irlande, ils ont laissé des plumes. Puis la dernière chose, le jeu au pied. Le jeu au pied haut, il va falloir être très solide. Et c'est pour ça que je vais aligner en 15 Thomas Ramos. Aux ailes, Louis Bielbiarré et Damien Penaud. Et en position d'ouvreur, je le livre en exclusivité à Bureau Oval, ce sera Antoine Dupont qui démarrera en 10. Il a pris un coup sur la tête, Fabien. Voilà. Maintenant, il a le courage de le dire. Alors, je suis pas sûr qu'il balance la compo immédiatement après le match. Non, mais là, c'était dans le vestiaire, quoi. Voilà. Dans le vestiaire. Bien sûr. Bon. Ça te va comme discours de coach ou pas, Hugo, toi qui connais bien Fabien Galtier? Ah, convaincu. Hein. C'est ce que tu penses qu'il a dit? Prochaine fois, il faut les toutes petites lunettes de Bernard. Les lunettes de Bernard. Là, c'est zéro. Les discours de Bernard Laporte, ils étaient extraordinaires. Ouais. Faudra que tu nous racontes ça. Non, mais écoute, moi, c'est le seul mec qui peut te faire grimper au rideau un jeudi soir avant d'aller dîner. Putain. Alors que le match est samedi à 15h. Non, mais. Tu vois, il y en a, ils ont ça. Hein. Bernard, pour ça, zéro défaut. J'aurais bien aimé vivre ça. Ah ouais, vraiment. Bon, voilà. Non, mais plus sérieusement, je pense que le discours de Fabien Galtier, c'était de féliciter les joueurs. C'était très sérieux en vrai. Hein. À part à la fin sur la compo, je pense qu'il a dit ça. Hein. Féliciter les joueurs, les mettre en garde sur le fait que le tournoi commence vraiment. Hein, c'est quelque chose qu'il aimerait tenter. On va en parler. Ça m'excite un peu. On va en parler. Et on va après, continuer à t'exciter parce que tu vas nous. Ah bon? Oui. Arrête, Joseph. Prochain coup, c'est plus lunettes, c'est le masque. Normalement, chaque semaine, j'aurai des lunettes de plus en plus grosses. Putain, voilà. J'adore. Ils vont revenir rien que pour ça. Hein. Crois-moi, pas pour les analyses, mais pour ça, ils aiment bien. C'est sûr. Allez, on va passer au focus, les amis. On va parler de Angleterre-France. C'est parti. Le calendrier des Bleus, on va le remettre un petit peu à jour, vous montrer un peu ce qui se passe. Donc, Angleterre-France, c'est samedi, du coup. Et après, on ira en Italie, en Irlande, et on terminera par l'Écosse. Les cotes Winamax, d'ailleurs, on le rappelle, on sera en viewing, d'ailleurs, avec Pierrot. On sera tous les deux. Si ça marche, d'ailleurs, parce qu'on s'excuse, mais ça n'a pas marché pour Sacha Valo, malheureusement. Mais c'était réparé à 23h. Ouais, ça a été réparé juste après, mais juste à la fin de Il restait 7 minutes, on s'est dit qu'on n'allait pas le faire. Exactement. Ouais. Non, mais on sera bien. Le courage d'arriver pour le garbage time, tu vois. On était pas trop chaud. On sera présent sur YouTube, sur Twitch et sur l'appli Winamax. Alors pour le moment, les gars, la France est favorite. C'est pas vrai. Mais pas qu'un peu, hein. 1,48, mon pote. 2,50 pour les Anglais à domicile. Je pense qu'on va leur mettre. C'est logique ou pas? Putain, il y a quand même un bel écart. Hein. Bien sûr que c'est logique, non pas du tout. Ouais, moi, pour être tout à fait honnête, je comprends rien aux cotes. Donc je peux pas te. Est-ce que la France est favorite? Mais moi, je pense qu'ils sont favoris. J'aurais préféré avoir Romain en 10, pour être tout à fait honnête. Mais je pense quand même que l'équipe de France est favorite sur ce match. Je vois le match des Anglais hier, très costaud quand même. En première mi-temps, ils m'ont vraiment impressionné. J'ai cru qu'ils allaient vraiment les faire tomber, les Irlandais.
Après, j'ai trouvé qu'il leur manquait un peu d'essence dans le moteur pour finir le match. Et le banc, je ne l'ai pas trouvé très conséquent, en fait. D'habitude, les Anglais, quand même, quand ça rentre et tout ça, devant, ça secoue de la viande. Et là, je ne les ai pas trouvés. Les mecs qui sont rentrés, je ne me dis pas « waouh ». Ouais, je pense qu'on a vraiment quelque chose à faire là-bas. Et pour le coup, si tu les bats là-bas, tu leur fous bien la tête au fond du seau. Ah oui, ça c'est sûr. Vraiment, parce que ça fait un paquet de matchs là quand même qu'ils n'ont pas gagné. Alors ils ont bien sûr fini par battre le Japon au mois de novembre, mais sinon Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, ils sont passés à la trappe à chaque fois. Tu les bats l'année dernière. On va voir d'ailleurs les 3 derniers résultats. Ouais, tu les bats il y a 2 ans. Français. Les 3 derniers crunch, 3 victoires françaises, 2022, victoire 25-13, 2023, large victoire à Twickenham, celle-là, ils l'ont vraiment... Je me rappelle plus trop de 2023, faudrait demander à Zachary. Et il va nous dire juste après. Parce que je me rappelle plus trop du scénario du match. Il va venir en plateau. C'était une victoire large, non ? Ouais, un petit peu. Ah oui. Beaucoup logique, à pas hein. Ah, c'est ça. Ouais. Beaucoup à pas beaucoup. D'accord. Beaucoup à pas beaucoup, exactement. Vous avez pris un rouge ? 10. Non, même pas. Non, ils avaient juste été nuls, c'est ça ? Ouais, j'étais plus sûr. C'était pour savoir. Il va se barrer, il va sauter par la fenêtre. Et en 2024, 33 à 31, donc assez psychologique, mais tu dis quand même pas du tout logique, cet écart de cote. Non, c'est l'écart. Que les Français soient favoris, oui, mais 2,50 à la maison quand t'es l'Angleterre. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est cher payé, franchement. Limite, j'ai envie de jouer en Angleterre. Je vais pas te dire. Joueur que je suis. En fait, c'est ça, c'est que. Pour gagner un peu de. Tu sais, nous, on eut gagné de l'argent, mais c'est fini. Hein, maintenant, si on veut du brosouf, c'est juste sur Winamax. Là, faut envoyer couscous à chaque fois. Putain, il m'est arrivé une aventure horrible à cause des Irlandais, parce que j'avais fait un combiné de l'espace. J'avais fait la France par plus de 17 points. J'avais fait l'Italie qui marque plus de 18 points dans le match. Et victoire de plus de 15 points de l'Irlande. Hein, quand ils marquent, ils sont à 16 points d'avance. Pile. Ouais, puis après ils prennent 12-0. Ouais. J'avais envie de dégueuler. Franchement, c'est des trucs comme ça. Pas à la maison parce que c'est des trucs horribles. C'est des trucs horribles. Franchement, quand j'ai vu le premier essai anglais, j'étais fou. Et après, renvoi irlandais, ils leur mettent la pression en avant irlandais. J'ai fait casser ma télé. Et c'est là que je me rends compte que tu vois, les paris, c'est formidable, mais il faut quand même pas non plus mettre trop d'affect. Voilà, faut pas mettre trop d'affect. Ouais, c'est vrai. Et juste, sur les cotes, là, l'Angleterre, oui, ça donne un peu envie de jouer quand même. Ouais, effectivement. Faut regarder les écarts, les marqueurs d'essai. Mais je pense qu'il y a moyen de s'enrichir. Voilà. On va parler juste avant la chronique de Zach, qui vient justement nous parler des Anglais, de ce match contre les Irlandais. On va aborder la compo possible. Donc Ntamak ne sera pas là. Alors on vous a mis 2 compos possibles. Et finalement il y en aura même une 3e. Parce que Pierre a une petite surprise. Je l'ai vu dans le ciel. Allez, on va regarder la première compo possible des Bleus. Alors, le groupe est tombé. On rappelle que ni Buros ni Barré ne sont disponibles, ni Flamand. Donc, la possibilité option A ou option B pour certains. Mais Mathieu Jalibert, donc, qui remplace numériquement le plus simplement possible du monde Romain Ntamak en 10 et Thomas Ramos qui reste en 15. Retour de Damien Penaud sur l'aile et Louis Bielbiarré donc qui vient se placer sur l'autre aile, Barassi qui reste. Voilà, le reste ça ne bouge pas, il n'y a pas eu de blessés, on l'a dit tout à l'heure. Avec potentiellement, on verra, mais peut-être que Bail sera de retour, on ne sait pas, on verra comment est-ce qu'il va être géré, Cyril Bail. Ouais. Mais là, on va surtout s'intéresser à Romain Ntamak. La deuxième option, on va la voir, du coup, Thomas Ramos qui monte en 10 et Louis Bielbiarré qui descend en 15 et donc Fabien Galtier qui ferait appel à Tissogbe une deuxième fois, Tissogbe qui a quand même planté un doublé et retour de Damien Penaud. Hugo, quelle est l'option ? Alors, il y a 2 questions toujours. Qu'est-ce que Fabien Galtier va faire ? Qu'est-ce que tu ferais ? Pour répondre aux 2 questions. Franchement, je trouve que la 1 serait la plus logique, donc naturelle. Mathieu Jalibert, retour. Ouais, parce que tu changes pas ton fond du terrain. Quand je vois les jeux au pied, anglais et les duels aériens qui ont eu lieu ce week-end, quand je vois Freddie Stewart et Freeman côté anglais, comment ils chassent les ballons, etc., je me dis qu'il faut qu'on ait quand même une assurance avec une complémentarité et puis une habitude, on va dire, au fond du terrain au niveau international. Je me dis que Mathieu Jalibert ne démérite pas non plus depuis le début de saison et qu'il aurait largement sa place dans ce 15 de France. Ce sera un sacré retour, parce qu'on rappelle que Mathieu Jalibert avait été libéré par le 15 de France, c'était parti, chacun trouve un peu le terme qu'il veut. C'est compliqué. Alors après, retour à Twickenham. Fabien Galtier a dit le lendemain, je crois. Alors Fabien Galtier, voilà ce qu'il dit. Il dit, on préfère les qualités de finisseur de Louis
Louis Bielbiarré dans le couloir, et notamment son pied pour accélérer le jeu, et on préfère avoir Thomas Ramos à l'arrière. Donc, ce qui est certain, c'est que Thomas Ramos va être à l'arrière. Ce qui est certain, c'est que Louis Bielbiarré, il a envie de le mettre en 11. Et donc, du coup, toi, tu t'es dit, bah, si c'est pas Jalibert... Alors, je vais t'expliquer. Je vais essayer d'être le plus clair possible pour ne pas qu'on puisse me taxer d'un truc qui est complètement faux, c'est d'être un anti-Jalibert ou je sais pas quoi. Et tu l'es, en plus, c'est vrai. Alors... Pas du tout. Non mais vraiment, le couteau dans le dos. Je veux dire la vérité parce que ça va très vite sur Internet. En fait, je préfère être très clair tout de suite. Je trouve que Mathieu Jalibert est le meilleur attaquant français, peut-être depuis 15 ans, au poste de numéro 10. Il a une classe naturelle, une vitesse, un talent rare. Pour autant, ses qualités s'accompagnent de certains défauts qui deviennent problématiques au niveau international, encore plus face à une équipe très dense comme l'équipe d'Angleterre. Je dis pas que... Je pense que Mathieu Jalibert sera titulaire en Angleterre parce que Fabien Galtier s'enlève quelques problèmes en ne changeant que Mathieu Jalibert. Il s'en rajoute un énorme qui est sur l'animation défensive. On l'a vu l'année dernière pendant le tournoi, Mathieu Jalibert n'a pas défendu en position de 10 parce que c'est peut-être un peu trop dur de prendre des avions dans la gueule à partir de la première minute et parce que l'Angleterre est pas plus con que les autres. Ils ont bien vu que Mathieu Jalibert était pas le plus grand défenseur de la planète. Donc, ils vont le cibler, ils vont le matraquer, ils vont aller le chercher. Et quand tu prends des Oli Lawrence, quand tu prends des Curry, quand tu prends Ben Earl dans la gueule, au bout d'un moment, il faut aimer le chocolat. Et c'est pas le cas de Mathieu Jalibert. Ma réflexion est très simple. Il a conforté Thomas Ramos en 15. Il a conforté Louis Bielbiarré à l'aile. Pour autant, il y a une possibilité, un monde dans lequel Antoine Dupont était devenu le 3e 10 de l'équipe de France durant la dernière tournée de novembre. Oui. Il se trouve que c'est une possibilité. Non, mais sur la PlayStation, c'est magnifique. Moi, Exactement. Non, mais tout le monde. Exactement. Je pense que tout le monde le tente sur la Play. Non, mais vraiment. Je pense que, en tant que Rugby Manager après... 2003, je le ferai. Ouais, non, mais je te comprends. Sur la Play, je te comprends. Parce que c'est une possibilité qu'il faut évoquer. Après, la réalité, c'est que j'ai du mal à imaginer un numéro 9 accompagner Antoine Dupont. Pendant 70 minutes quoi. Ouais. Quand il fait ses changements contre le Pays de Galles et que Nolan Le Garec rentre, je te le dis, on est assez d'accord, on se demande s'il va pas mettre Dupont en 10 pour faire sortir Romain Tamac. Donc on l'avait déjà un petit peu en tête. La réalité, c'est qu'il l'a pas fait. Je crois que Dupont est un peu touché à un mollet et qu'il sort par précaution. Exactement. Ouais, donc c'est ce qu'il dit. Il va bien. Ne vous inquiétez pas. Ouais, non, mais tout va bien. Le président va bien. Je pense quand même que c'était pas le plan de le sortir aussitôt, même si le match était plié, même si il aurait peut-être fait 10, 12, 15 minutes de plus. Tant mieux qu'il sorte à ce moment-là. Ça va être la grosse surprise de voir qui il va mettre. Voilà, que pour autant, une charnière Le Garec-Dupont, c'est inattendu. Le problème, c'est que t'es quand même obligé d'avoir un peu de longueur au pied. Antoine Dupont, là, sur les box kicks et les sorties de camp, mais il va pas dire à Nolan Le Garec, fous-moi le camp, c'est moi qui vais faire. Donc, non, je sais pas. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que ton meilleur joueur au cœur du jeu, c'est bien. Antoine Dupont en 10 en équipe de France, ça me paraît pas complètement con. Après, le problème, c'est que c'est Thomas Ramos le 10 dans le jeu, donc du coup, il va se retrouver 15, Antoine Dupont. Non, mais... pourquoi pas. Ouais, ça pourrait il serait bon partout, il serait bon à l'aise. Ça me ferait chier de le voir en couverture. Il ferait plus ses montées défensives, du coup. C'est vrai que ce que tu dis, c'est pas lunaire, en fait. Sur ta pensée, c'est pas complètement con, vraiment. Merci. Après, non, mais parce que c'est quelque chose que je pense que plusieurs personnes s'imaginent et tu te dis, ça titille. Quand je te dis sur la play, tu le fais parce que ça te titille. Ça te titille, tu vois. Après, sur la play, je mettais Kevin Gourdon au centre, tu vois, parce que j'ai envie qu'il touche 50 ballons par match. Ça titille aussi au footy, parce que quand Kevin Gourdon. Comme Paul Boudéa au centre, on a envie. L'avantage de ce que tu dis, je comprends bien, c'est exclusivement pour le système défensif en te disant que ton 10 défend en 10 et donc que tu continues dans la même chose que ce qui s'est passé là avec une régulation défensive qui est toute des plus classiques et qui profite aux 15 de France parce que tu te rends compte qu'ils prennent pas d'essai. Mais même dans un autre monde, tu vois, où Atisogbo, il fait pas un mauvais match. Ouais, c'est sûr. Le jeune, il a quoi, 20 ans, 21 ans, il a quoi, 4 sélections, 4 essais. Il plante. Tu vois ce que je veux dire, tu te retrouves avec le schéma que tu as eu au mois de novembre avec Dupont-Ramos à la charnière, qui a très bien marché au mois de novembre. Moi, le seul truc, c'est vrai que ça serait
à mon sens, c'est pas un cadeau pour lui Bielbarré de démarrer en 15 et de devoir se cogner toutes les chandelles parce que c'est vrai que et de l'autre côté, si encore de l'autre côté il joue avec Furbanks, tu vois l'arrière qui est un peu plus joueur, etc. Mais là s'ils mettent Freddy Stewart, c'est un poney. Il fait 2 mètres. Hein. Il lève le genou, il te met le genou dans la mâchoire à chaque fois quand il saute. Tu vois même sur James Lowe 2-3 fois hier soir contre tu vois, ça va être des zones de combat aérien où tu as Atissa Ogbe qui est tout jeune, Louis Bielbarré qui est tout jeune, et Damien Penaud qui est exceptionnel, mais qui peut pas courir tout le terrain lui tout seul. Et puis, on dit Damien Penaud exceptionnel, mais sur les ballons hauts, c'est une petite faiblesse quand même. Hein. C'est-à-dire que j'imagine que les Anglais, ils ont regardé 2-3 matchs de l'équipe de France ces dernières années. Non, ils ont vu que Louis Bielbarré pouvait prendre le ballon sur la tête, que Damien Penaud, il était pas impérial à la mort, que Thomas Ramos, il fait 1m75. Je pense qu'ils vont nous arroser. C'est pas un cadeau de faire mais donc c'est pour ça qu'on en revient à ce qui nous paraît le plus classique, on va dire, et le moins perturbant, ce qui serait de mettre Mathieu Jalibert. Et encore une fois, on a l'impression que quand on dit ça, on met le mec qui joue, qu'il est nul. Le mec qui joue on a des belles options. Le mec qui joue à Suresnes, tu vois, ou à Maurepas à côté. Mathieu Jalibert, c'est pas non plus. T'es en train de mourir. Je suis en train de crever. Pardon. Moi sur le banc, je vais aller chercher de l'eau après. Sur le banc, je ferais rentrer Brennan, moi. À la place de Radou. Je ferais rentrer Brennan. Vous vous débrouillez, mais je ferais. Moi, tu sais que rentrer Brennan. Moi, je te dis la vérité, je ne vois pas ce que Brennan a de moins qu'Oradou. Il est moins aérien, il est bien plus guerrier. Mais il joue deuxième et troisième. Il peut jouer les deux. Mais surtout, je pense qu'un des changements potentiels, c'est qu'Alexandre Oumat pourrait quitter le 5 de devant titulaire. Parce qu'il a montré quelques limites physiques. Et là, ça va être très physique. Et là, ça va être un match de boucher. Mais t'as besoin d'un leader de touche, t'as besoin d'un mec sur tous les contests aériens, sur les renvois, sur les touches. Enfin, la Room, c'est quand même un pourvoyeur de ballons. Moi, je m'amuse à l'appeler l'Albatros. Hein, je le connais un petit peu. C'est quand même quelqu'un qui a des mains exceptionnelles et qui, dans le jeu aérien. Contre les Anglais, on va avoir besoin d'un alignement encore plus présent. Et c'est vrai qu'encore une fois, t'as besoin d'avoir tes ballons en touche, tu vois. Mais est-ce qu'il n'y a pas un monde où Paul Boudéan et Alexandre Oumat sont tous les deux 3e ligne, François Cross sur le banc, et tu viens densifier ta 2e ligne. François Cross sur le banc, là, t'as tous les Toulousains qui nous ont quittés. Non, tu peux pas. Je suis anti-Cross et anti-Jalibert. Ah, mais François Cross, il est là. Mais tu peux pas l'enlever. Cela étant, on va avoir des surprises aussi en fonction de l'adversité. Les amis. Je pense qu'il y aura quand même peut-être des changements dans le pack. Voilà. Moi, j'ai pas l'impression de faire un hot shot de fou, quoi, tu vois. Il va y avoir des changements dans cette équipe, peut-être. Moi, je mets Brennan sur le banc et je mets Slimani sur le banc. Ah, Slimani. Rabat. Bien sûr. Le retour de Rabat. 20 minutes, on met les fermés. Écoute-moi, ça compte. Hein. C'est sûr. Il sera là contre les Irlandais pour nous filer toutes les petites feuilles du jeu irlandais. Il a pas les bras un peu courts, il fait beaucoup de fautes en mêlée quand même. Moi, il m'a fait gagner des matchs. Donc, je le prends avec moi tous les week-ends. Quel retour ce serait extraordinaire de revoir Rabat. Ce sera un des plus gros comebacks de l'histoire. En vrai, bien sûr. Franchement. Bien sûr. Exactement. Est-ce que vous avez envie encore de parler de l'Angleterre? Oui, je réponds à votre place. Non, on n'en veut plus. Allez, on va accueillir Zach qui va arriver des coulisses et qui va donc se placer juste à côté de moi. Donc moi, je prends mon micro, je me décale un tout petit peu. J'espère qu'il y aura. Et donc mon Zach, tu prends le micro qui est là. Et donc on va parler de ce match. Comment ça va, mon Zach? I'm very well. I mean, we lost yesterday. It's a bit sad. Quelle horreur! The Oval Office is taking over. Zachary here reporting. J'ai vu, non mais c'est un vrai, hein. C'est un vrai. Je vais pas mentir, je vais pas supporter l'Angleterre pour de faux. Et encore, vous avez pas l'odeur de fish and chips chez vous, c'est abominable. Ce matin, j'ai mangé des baked beans sur des toasts, c'était super. Ah non, mon Dieu. Tu manges encore ça ici? Évidemment. Évidemment, j'ai fait importer spécialement. C'est vraiment l'horreur. Bon, on va regarder le résultat que vous avez fait, mon Zach, ce week-end. Ouais, c'était bien. Ah, c'était bien. Ouais, c'était prends un point quand même. À la fin, mais parce que les Irlandais lâchent, sinon. Tu penses? Les 20 dernières minutes, l'Angleterre n'existe plus. Bon. Ouais, mais c'est un bon point quand même. C'est un point qui est important. On va pas le galvauder du tout, mais normalement, l'Irlande doit pas relâcher en fin de match. Ouais. Bon, mon Zach, du coup, tu vas avoir ta chronique comme ça à la fin. Après, si t'avais pas relâché à la mi-temps aussi, peut-être que t'aurais gagné. C'est possible, c'est possible. À la fin des matchs, à la fin des émissions Bureau Oval, tu vas venir et tu vas nous parler. Alors, ça s'appelle The 3 Point, évidemment, et je vais le prononcer de cette manière. Parce que c'est like this qu'on parle en France. Il y a une France où exactement. Et donc on verra si tu le fais uniquement sur l'Angleterre ou sur quelque chose qui s'est passé. L'adversaire de l'équipe de France. Je sais pas si on va parler tout le temps de l'Angleterre, mon Zach. Hein, sinon, on va faire fuir tout le monde. Ça va être très répétitif. On joue toujours de la même manière de toute façon. Ouais, exactement. Alors tu vas nous donner les 3 points du coup à retenir après ce match des Anglais. Je te laisse y aller. Et évidemment, si vous voulez réagir sur chaque point, les gars, Pierre comme Hugo, vous pouvez y aller.
pendant ça, là, je cherchais de l'eau à Pierrot qui est en train de mourir. Magnifique. Merci, Alors voilà, merci, j'ai le plateau. Tout le monde est avec moi pour m'écouter. Je suis très content parce que j'attendais en régie avant. Mon premier point, my first point, c'est que l'Angleterre joue un plan de jeu restrictif qui certes marche sur une certaine partie du match, mais ensuite il te dessert dans la durée. Parce qu'il y a peu de prise de risque finalement. L'axe principal de ce plan de jeu, c'est la défense, où l'Angleterre est très agressive sur l'homme, avec ce qu'on a appelé un temps la Blitz Defense, avec l'arrivée de l'ancien coach de l'Afrique du Sud. Maintenant, il appelle la Hammer Defense pour mettre un coup de marteau sur l'attaque adverse. La défense jambon. Il change de terme, c'est parce que Joel Abd est arrivé, on voulait plus parler des Sudaf. Non, Hammer, le marteau. Hammer. Et oui, Hammer en français. oui, c'est ça, exactement. Et La donc voiture, en fait, la voiture. même si tu as une défense agressive, Catastrophique. on a vu Prendergast en grosse difficulté sous la pression d'Ollie Lawrence, d'Henry Slade et de la 3e ligne anglaise. Tu grattes beaucoup de ballons, 5 ballons grattés pour l'Angleterre, seulement 1 pour l'Irlande qui est pourtant un de leurs points forts. Mais ensuite tu t'épuises, tu perds en lucidité, t'es toujours sur le fil finalement parce que quand t'as le ballon, tu t'en débarrasses très vite et tu tapes court, tu tapes haut, tu tapes court, donc tu te retrouves avec les Irlandais qui jouent dans ton camp et tu concèdes beaucoup de pénalités. L'Angleterre en a concédé 11, mais il me semble qu'ils doivent en concéder 10 dans la première heure et t'en concèdes 9 en défense. C'est-à-dire que quand t'as le ballon, tu fais pas trop d'erreurs, tu fais pas beaucoup, mais tu fais pas trop d'erreurs. Et donc c'est pas le système qui faille tant en plus quand tu prends tes essais, c'est cette lucidité due à la débauche d'énergie avant. Parce que en fait les essais que tu prends, on a vu l'Irlande beaucoup aller taper en touche, aller chercher les coins, des mauls à 5 mètres, des touches à 5 mètres. Mais cette équipe d'Irlande, elle a été arrêtée à chaque fois qu'elle arrivait au point où on se demandait, Prendergast, il sait qu'il peut prendre les 3 points, il est au courant ou pas? Qu'il a le droit de prendre les 3 points pour faire monter le score. Mais en fait, ces essais, tu les prends sur des breaks en fin de match parce que tu n'as plus la lucidité de te replacer dans la ligne. Tu fais des choix qui sont pas forcément toujours les meilleurs. Je pense à Slade qui monte en pointe sur l'essai de Sheehan, mais qui est en retard sur Crowley. Ça crée un décalage, il y a essai au bout. Je pense à Chandler Cunningham-South qui est trop écarté de son ruck. Et du coup, tu as James Stowe qui arrive caché derrière une cellule d'avant, prendre l'intervalle pour lancer Tyke Burn. Et donc, ces erreurs, voilà, pas ces erreurs, mais individuelles, sont pas dues au système, mais dues peut-être à un manque d'essence, à un manque de jus. Et ça va être un problème face à la France qui peut mettre du rythme en attaque. Donc le premier point, les gars, on imagine que vous êtes d'accord, c'est ça. Donc du coup, c'est énergivore. Hein. C'est hyper énergivore le jeu anglais. C'est une dinguerie. Moi, je trouve que bizarrement, ils essayent de proposer quelque chose quand même. Ah bah c'était mon deuxième point. Comparé aux années précédentes, je trouve que quand même ils essayent de proposer du jeu. En termes d'intensité, en termes de volume de jeu, ils en mettent quand même. Il y a quand même. Je trouve pas restrictif à ce point-là, moi. Non, mais c'est quand même énergivore. Ça te demande beaucoup de défendre de manière aussi agressive, et puis ça ouvre la porte à faire des conneries. Mais il y a un truc qui va peut-être en découler, je sais pas si c'est ton troisième point, c'est les petites erreurs de Borswick aussi sur le coaching. Bien sûr. Où il laisse Ellis Genge sur le terrain, alors que bon, ok, Baby Rino, gros cardio, machin, à la 65e, il est bouilli complet, il est plus lucide, c'est lui qui se fait traverser. Oui, mais je pense et c'est prendre par Gibson Park, justement, sur Gibson Park qui lève. Cunningham South est trop écarté parce que 3 minutes avant, il vient de désosser un mec, donc il veut se rattraper parce qu'il a pris une pénalité. Il monte sur la cellule d'avant, Genge suit Gibson Park, Lowe il arrive, clac, il passe, et c'est au bout. Mais je pense qu'ils n'ont pas énormément de profondeur. Ouais, mais bon, 65e, t'as bien un pilier gauche qui peut faire 15 minutes. Finn Baxter, il est solide, mais il a 22 ans, c'est plus un pilier de mêlée qu'un pilier de jeu. Donc c'est. Non, mais tu peux le faire jouer. Ils perdent quand même, tu vois, Jimmy George et Marler, qu'on le veuille ou non, quand même au niveau international. C'est des mecs, tu vois, qui te tiennent la baraque. Il n'était pas illégitime. Dan Cole n'était pas là non plus. Voilà, moi je trouve que c'est. Mais il est encore sélectionnable, il a pas pris sa retraite. Ah non, Dan Cole, non. Sinclair, maintenant, vu qu'il joue à Toulon, il n'est pas sélectionnable. Quand tu vois Jack Willis aussi qui est là chez nous, tu vois les mecs qui font rentrer à la place. Même Lewis Ludlam, il aurait sa place aussi. Ce serait pas. Peut-être c'est celui qui est le moins. Les deux étaient dans le groupe à la Coupe du Monde. Mais c'est quand même des putains de joueurs. C'est des super joueurs, effectivement. Alors ton deuxième point, du coup, c'est le jeu. On propose. J'ai quand même vu pas mal de quilles. Ah, en fait, l'Angleterre a joué. Et puis si ça marche pas, quelle est l'option B? L'Angleterre a joué 20 minutes dans le match. Les 10 premières, quand ils ont voulu mettre un rythme de fou à l'Irlande en entame, et les 10 dernières, quand l'Irlande avait match gagné et a un peu relâché la pression. Mais il y a quand même une capacité à jouer qui est plus qu'intéressante avec un 10, Marcus Smith, qui. J'ai déjà dit que c'était le meilleur 10 du monde. J'ai peut-être un peu révisé mon point, mais il a fait un match quand même des 40 premières minutes avant son carton jaune. Très intéressante. Du monde du Commonwealth, non? Ouais. Disney Lions, pour moi, c'est Marcus Smith cet été. Après, on pourra en rediscuter plus tard. Mais bon, il a été capable de breaker, d'aller aussi toucher des extérieurs rapidement, que ce soit sur l'essai de Caden Marley, où il va faire une sautée pour Slade, le petit jeu au pied dans le dos. Je l'ai vu toucher Freeman aussi plusieurs fois sur des sautées. Créer des décalages après que l'Angleterre, avec ses gros porteurs de balles, que ce soit Martin, que ce soit Ollie Lawrence, que ce soit, qui est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis Stewart, même sur les remontées de balles. J'ai mis Ellis Genge, j'ai mis Ben Earl.
L'Angleterre a réussi à prendre l'Irlande dans l'axe et ensuite aller les chercher sur les extérieurs. Mais une fois que l'Angleterre avait cette avance de 7 points, elle n'a pas été capable d'enfoncer le clou, d'aller chercher plus que cette toute petite marge finalement pour se mettre en sécurité. Vous aviez plus de jus? Au bout de 20 minutes, non, quand même, il y avait les moyens. Mais c'est mort. le problème, c'est que l'Angleterre, une fois qu'elle a l'avantage, et en fait, tous ses matchs depuis un an sont très, très, très serrés, elle a tendance à revenir vers un plan de jeu plus défensif, plus conservateur, et ça se note surtout par le nombre de jeux au pied de pression, où en fait l'Angleterre a tapé plus que l'Irlande, 7 coups de pied de plus il me semble, mais beaucoup plus court et beaucoup plus haut pour les contester. Sauf que tu joues dans ton camp, et quand t'as le ballon, tes rucks, ils sont très lents. 60% des rucks de l'Angleterre ont duré plus de 3 secondes, quand l'Irlande n'en a eu que 12% de plus de 6 secondes, et 52% il me semble de moins de 3 secondes. Après vous jouez avec Eddie Mitchell à la mêlée aussi. Ouais, mais moi j'aime bien Alex Mitchell, il a fait quelques erreurs, mais le problème c'est que... Ben Young, ça ira plus vite. Ouais, il est trop gros maintenant, Ben Young. Ça ira quand même plus vite. Mais Harry Randall, quand il rentre, c'est pareil. Enfin, le pauvre, la baisse de niveau entre Alex Mitchell et Harry Randall, elle est catastrophique. Il fait le 9 remplaçant, il est pas bon. Des 9, on en a non, c'est bon, on a plein. C'est bon, il y a Ben Spencer dans le groupe aussi, on va retester. Il a pas des origines anglaises. Baptiste. Non, le seul c'est Gaëton que je reprendrais bien, mais il faut attendre 3 ans encore. Parce qu'on rappelle, il est né à Croydon. Bien sûr, il serait titulaire même en 9 chez vous. Ça, c'est ça. Et après, il y a aussi ce côté prise de risque où il y a une règle un peu dans le rugby d'attaque. Entre tes 40 et ta ligne d'en but, tu tapes, tu t'emmerdes pas. Entre tes 40 et les 40 adverses, tu peux tenter des trucs. Et dans les 40 adverses, tu joues le plus possible. Parce que là où vous avez un peu plus de mal. L'équipe d'en face est très loin de ta ligne, donc t'as pas trop de risques. Le problème, c'est que l'Angleterre, jusqu'aux 40 Irlandais, ils montent des box kicks et après... Ils se permettent de jouer dans les 40 et c'est plutôt pas mal. Mais il faut plus de prise de risque. La dernière partie, j'ai envie de te demander, est-ce que tu penses que vous avez la capacité de nous emmerder? Complètement. Enfin, je vous ai entendu en parler tout à l'heure en plateau. Je pense aussi. Freddy Stewart et Tommy Freeman sous les ballons hauts. Moi, j'ai vu Freddy Stewart aller chercher un ballon sur la tête d'Hugo Keenan à 2 mains comme ça, en pleine extension. J'ai vu Tommy Freeman aller embêter James Lowe tout le match, à mettre des claquettes comme Johnny May à la grande époque. C'est vrai. On a vu Louis Bielbiarès se faire embêter par Tom Rogers ce week-end sur les ballons hauts. Et par Arenze qui fait 1m43. C'est ça, exactement. 1m43. La Coupe du Monde l'an dernier. C'est le truc qui me fait peur. C'est ce qui a fait... complètement sortir du match l'équipe de France, ces ballons de... T'as célébré le carton rouge dans Romain Tamac? Mais non, j'étais au stade, j'ai fait mes études au Pays de Galles, donc j'avais un... C'est toi qui étais tenu. Non mais c'est pas grave. C'est affreux, vraiment, il est affreux. On a ramené le diable. C'est un infiltré. C'est ça, exactement. Mais donc, on va t'appeler comme ça, l'infiltré. Quand tu vas rentrer en plateau, on va faire bouh. Vous voulez la petite musique aussi. Exactement. Donc si l'Angleterre arrive à récupérer ses ballons hauts, de pression sur l'Angleterre et exploiter ces zones, ces situations de jeu un peu désorganisées dans la défense française. On a vu Smith en profiter, on a vu Oli Lawrence capable de jouer des 1v1, de breaker, de faire des offloads, etc. Il y a les moyens d'aller embêter l'équipe de France et donc, certes, l'Angleterre a perdu en Irlande. Bon, je voyais l'Angleterre faire le grand chelem, gagner avec le bonus. Bon, c'est pas grave. Attends, mais a dit ça. Attends, le grand chelem, c'est possible. Selon la globalité, c'est possible. Tu as mis effectivement l'Angleterre grand chelem. Hugo, dans la discussion qu'on a eue en vue de ton prono du classement, t'étais pas loin aussi de le mettre. T'as failli, mais t'as dit ça allait se décider sur le premier match. Moi, j'avais mis France parce que mon grand chelem, mais moi, je pensais vraiment que l'Angleterre allait être la deuxième équipe et l'équipe à battre parce que je trouvais cette équipe irlandaise un peu vieillissante. Je trouve que finalement ils arrivent à tenir encore 80 minutes, ça m'a impressionné, mais sur les 40 premières minutes de hier, je trouve cette équipe d'anglaise très cohérente, très forte, vraiment très forte, très cohérente. Moi je trouve qu'ils jouent bien. Je trouve que Henry Slade et Marcus Smith arrivent à bien se partager le terrain avec ces deux playmakers. Derrière ils ont des chevaux comme ça, le triangle arrière c'est monstrueux. Oli Lawrence qui leur sert de boule de bowling au milieu qui leur permet de trouver des points d'ancrage et d'avancer. Oui, mais il est vraiment là pour gagner des yards. Tu vois, il est là pour faire avancer, pour créer des points de fixation. En défense, il met des pétards au mec, il fait un boulot monstrueux à l'image un peu d'un Tuilagi, même si c'est peut-être pas autant impressionnant physiquement, mais c'est... hier, c'était impressionnant. Non, moi je trouve que c'est une équipe qui joue bien. Et j'imagine le duel que ça va être quand même entre Marcus Smith et Mathieu Jalibert, parce que c'est vraiment... pour moi, des copier-coller dans les qualités et les défauts. Ah bah si tu mets les deux et tu mets Mackenzie en plus au milieu qui arbitre, t'as les trois. Non mais t'as les 3-10 au monde qui proposent les plus excitants les plus flippants. Le rugby qu'on aime aussi de temps en temps, qui fait plaisir. Non mais ça va être. Il y a des duels seul à la vidéo. Ouais, ça tu mets les 4 là et popcorn, lunettes 3D, on y va. Plaisir. Quand même, Finn, il est quand même autrement plus complet. C'est le mot. Excusez-moi. Oui.
Excusez-moi. Oui, sur excusez-moi, l'ensemble de la pardon. carrière. Pardon, oui, mais bon. Finn Russell, pardon, il est un Mais petit bon, peu au-dessus. Russell, il a gagné un Pro 12 avec Glasgow. Exactement. Mais je il a pense fait que des si finales tu mets européennes. qu'il a Mathieu perdu. Jalibert, il se serait régalé. Il aurait été titulaire. Il aurait pu faire la même carrière que Finn Russell s'il avait été écossais. si tu veux. Je pense que Mathieu Jalibert écossais, ça aurait été Extraordinaire. il aurait été tellement heureux. Enfin, vraiment, C'est cette clair. équipe, elle envoie du jeu dans tous les sens. Je me suis fait la réflexion, Ou j'arrive pas à Mais non, savoir mais si même- les mais gars, Écossais. même Irlandais. Mathieu Jalibert, tu le mets numéro 10 avec l'équipe d'Irlande. Ah, ouais, il est serait titulaire pas tous les jours. contre, Hein. titulaire tous les jours. Il a Je 50, suis il a entièrement 50 sélections. Bien enfin, sûr. Il se régale. Ah non, mais C'est clair. titulaire Tu vois, tous les il faut jours. pas- c'est je clair. crois qu'on se rend pas compte aussi du vivier qu'on a Du actuellement niveau, et C'est énorme. de ce hein. qu'on est capable de reprocher de reprocher aux joueurs en se disant peut-être que toi Ouais, finalement pas t'es- top et tout. on sait mais pas t'as trop raison. quoi, alors que C'est vrai. dans 90% des autres nations internationales, enfin je veux dire les mecs. Bah, je pense qu'il est dans la discussion en Angleterre. serait pris, Enfin, hein. Jalibert, je pense qu'on se pose la Mais non, question mais dans toutes s'il les est en équipes, Angleterre. dans toutes les équipes. Au Pays de Galles, j'en parle même pas. Italie, évidemment. Écosse, Il joue oui. 10, 12 et 15. Ouais. Donc il n'y a pas de souci. Non mais Il peut tu même jouer vois, 3ème ligne au Pays de Galles. Non mais enfin il faut pas. Ouais, on a Je veux beaucoup dire, de chance. à part Quand tu vois à part Mathieu chez nous, Jalibert. il est titulaire Même partout. Thomas en fait. Ramos, Thomas Ramos, tu le mets 10 avec l'Irlande. Tu le mets 10 avec les All Blacks, tu crois qu'ils en veulent pas? Ah, c'est sûr. D'un C'est mec sûr. Qui bute à 85%. On se rend pas compte, je crois, du vivier qu'on a actuellement et on a vraiment un choix de riche. Si, Parce si, que il sait. inversement, Zach, il sait, il se rend compte. tu veux que de Gaëton, si je te propose Baptiste Serin avec Non l'équipe mais d'Angleterre, Gaëton tu le prends est pas anglais, c'est pour ça que j'en oui, veux. mais enfin Baptiste Serin, si je te Alors, propose. Si, Baptiste Serin, je non, prends, mais tu vois, effectivement. et dans toutes les nations aujourd'hui, Bien un mec sûr comme que tu ça, Non, qui est mais même pas dans les Teddy Ribéry, en ce 42. moment, vous le Non, prenez, mais Teddy Ribéry, ça fait 4 mois qu'il a pas joué. Non, mais Moi, Mitchell, même quand il joue, il a pas l'air on a beaucoup de chance, quoi. indispensable. Ah, non, mais C'est c'est bien, clair. c'est bien C'est qu'on en profite. Merci beaucoup, Zach. De rien. Du coup, pour j'annonce cette première victoire de chronique. l'Angleterre Ah, de 15 putain, points rends-moi la semaine rends-moi prochaine, on va la- gagner. C'était horrible. Bravo Zach, Ah, c'était avec la horrible. cote à 2,50, Merci, Zach. il va essayer de prendre un petit ticket. Bah, à 15 points, la cote elle est à 19, donc ça va faire beaucoup d'argent. Bon bah Effectivement. s'il touche, Bon. il revient pas débriefer lundi. Hein. Allez, Je te va le dis. rejoindre Léo au lieu de dire des horreurs en plateau. Léo, faut lui ouvrir la porte par contre. C'est Fort Boyard le truc. C'est Fort Boyard. Bon, Ah, c'est huilé ces émissions. On arrive à On la dirait fin de des cette émissions de émission. Drucker, c'est énorme. J'adore. putain, tout est j'adore. cadré. C'est comme ça qu'on se régale. Alors, on termine cette émission. Du coup, Avec le dresseur de l'ours. C'est la non, nouvelle on va regarder le chronique. classement. On va regarder le classement pour rappeler quand même il y a un classement dans ces nations. Pour voir quand même que le point des Caracol, Anglais en fait. peut être important parce que ce sont les seuls en School ayant of Man. perdu à avoir pris un petit point et donc Français, Écossais et Irlandais ont actuellement 5 points et les Italiens comme les Gallois en ont 0. On verra qui se mangera la cuillère de bois. On se retrouvera donc en viewing tous les deux samedi à 17h15 sur Winamax, mon Pierrot, et dans la foulée French Flair. Du coup, va être énorme. réaction à chaud, ça va être énorme. Ça va être énorme. Et... Je peux te dire, attends, franchement, Joseph, mets des vêtements auxquels tu tiens pas. Oh putain. Je peux péter des plombs. Ouais, vraiment, sur un Nu, crunch, bah, je viendrai nu. sur un crunch, je peux vraiment être horrible. Sache que je vais déjà venir enduit de Dolpic. Ah putain. Voilà, déjà, sache-le. Avec le bandeau. Eh, possible. Il va se mettre du Saint-Homme Ah ouais. comme Martin. Je vais mettre le même bandeau que Tom Curry. je verrai 20% de l'écran, mais. Je suis chaud qu'on fasse ça. Ah, vas-y. Et on se retrouvera donc avec toi, Hugo, lundi midi. Et donc débrief YouTube, bien évidemment. On rappelle, hein, vous pouvez nous retrouver nos débriefs sur YouTube, FT Sport, et vous pouvez nous regarder aussi et nous écouter plutôt en podcast. Vous tapez First Team sur les applis de podcast et vous pouvez nous écouter dans la voiture ou ailleurs où bon vous semble. Merci beaucoup Hugo d'avoir été avec nous. Merci, Merci, à vous, mon les gars. Pierrot. Merci. Merci. Merci à Zachary et merci à Léo aussi d'avoir préparé toute cette émission. On a quand même franchi un cap par rapport à Antoine. Il n'y avait pas de problème dans les tableaux, il n'y avait pas d'erreur et tout. J'ai l'impression que là, on est quand même. On non, pense à Antoine. bien sûr, on l'embrasse à Antoine. Fort. Voilà. Bien sûr, Prends il une nous petite, manque. ça arrive hein, de prendre des petites pièces comme ça dans la vie. C'est le rugby, les amis. C'est le rugby quand même. Allez, merci beaucoup de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Gros bisous.